Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, distingués conférenciers et tout ce public où je reconnais beaucoup d'amis et que j'ai vu à Bordeaux régulièrement dans le cadre des JNDA, et aussi à toute l'équipe d'organisation et évidemment à la détermination absolue de Pierre de Gaëtan. Je vous salue et je vous rends hommage d'être associé et je vous remercie de l'honneur que vous me faites d'être encore une fois présent. On m'a demandé d'aller vite parce que je crois qu'on n'a pas pris beaucoup d'avance sur le programme, donc je vais essayer de faire quelques remarques introductives en rapport avec les sujets que nous avons à traiter, en remerciant tous les orateurs qui ont bien voulu introduire les problématiques. D'abord, mon cher Pierre, ce concept de diaspora, il est très riche. Alors, je suis très très proche de ce qu'a dit mon ami Faudet, qui était très fort sur la condition des immigrés et sur l'hystérisation du thème de la migration et même sur l'invention d'un thème de remigration qui rentre dans la campagne électorale. Je me sens également très solidaire de ce qu'a dit Monsieur le Consul général, et notamment quand il a rappelé que Sa Majesté a défini en fait des règles et des normes et des recommandations sur les thèmes de migration qui sont d'abord évidemment des migrations intra-africaines, même si elles ne sont pas vues comme cela en Europe. Cela dit, la diaspora, c'est encore beaucoup plus large, si vous voulez. Il n'est pas nécessaire de migrer pour entrer dans la diaspora. Moi, je suis un migrant immobile. Je suis né dans le 14e arrondissement de Paris. De temps en temps, les gens me disent « Ah, je reviens de ton pays natal ». Je me dis « Ils sont revenus du 14e arrondissement. C'était un long voyage ». Oui, il y a aussi évidemment les deuxième générations, les troisième générations. Il y a évidemment les binationaux, la diaspora. Oui, on a été dispersés par l'histoire, mais la diaspora, c'est une réalité humaine très riche et très variée. Vous avez vu que dans les sondages politiques des élections présidentielles, le thème de la migration a beau être hystérisé, il n'est quand même que la 4e ou 5e des considérations pour leur vote des citoyens français. Bon. Cela étant, la diaspora est une partie importante dans toute l'Europe, et notamment en France, de la vie sociale, de la vie entrepreneuriale. Ce qui est frappant, c'est combien il y a aujourd'hui de gens qui exercent des responsabilités d'entreprise, avec des clubs structurés. Cette diaspora, elle exerce aussi des fonctions publiques, des fonctions électives. Pierre de Gaëtan est sûrement un pionnier, mais enfin, il a des émules, des fonctions parlementaires qui, si vous regardez l'Assemblée nationale, dont la mandature se termine, sont beaucoup plus représentatives d'une France multiculturelle. Regardez également dans la composition du gouvernement. Et pour la première fois, nous avons un ministère de la diaspora. En fait, les gens ont retenu surtout le début de la dénomination du ministère, qui est chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il est également chargé de la diversité et de la diaspora. Donc on a une réalité très riche, de plus en plus riche, de cette diaspora qui joue un rôle très économique. Je salue la présence de mon ami le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, assez typiquement diasporique comme institution et qu'on n'avait jamais vu aussi proche d'un président de la République. La diaspora parle à l'oreille du président de la République et aide à former un esprit public différent. Alors ça peut valoir
dans le domaine économique, qui était un peu la priorité, mais ça peut valoir dans le domaine culturel. Et il y avait de tout cela dans le discours de Bamako de 2017, où le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, a été, à Ouagadougou, a été déterminant. Donc la diaspora, c'est très riche, de plus en plus riche dans la société civile, ça assume de plus en plus de responsabilités, avec quelque chose de fondamental qui reste, au fond, une loyauté, un engagement qui n'est pas qu'émotionnel, qui n'est pas qu'affectif, mais qui n'est pas que financier, qui n'est pas que culturel, qui est holistique. Au fond, les afro-descendants, ces euro-africains, ils restent fondamentalement extrêmement proches des pays de leurs pairs et de plus en plus engagés dans les pays de leurs pairs. Et, monsieur le ministre, vous disiez que la RDC mobilise ces diasporas. Je crois que tous les pays maintenant de notre continent sont très attentifs à mobiliser leur diaspora. Mais c'est vrai que le président Félix Tshisekedi est un peu représentatif aussi de la diaspora. Il n'y a pas tant que cela de gens issus de la diaspora qui sont aujourd'hui au nombre des chefs d'État. Vous avez remarqué qu'au Bénin, ça ne s'est pas produit en 2016. Non pas d'ailleurs qu'il y ait un plafond de verre en Afrique pour les diasporas, mais enfin, c'est compliqué un petit peu, la diaspora. Vous êtes entre deux cultures. Vous savez, juste une petite anecdote diasporique. Quand j'étais Premier ministre du Bénin, j'ai participé à une session du MEDEF à Jouy-en-Josas, la session annuelle, dernière table ronde. C'était télévisé, je repars, je regarde les réseaux sociaux et je vois qu'est-ce que ce nègre endimanché est venu nous donner des leçons à la fin de l'université d'été du MEDEF. Je dis, bon, voilà des gens qui n'ont pas une grande sympathie pour la diaspora. Puis j'atterris à Cotonou quelques heures après, et puis je lis, mais qu'est-ce que c'est que ce gouverneur blanc des colonies qu'on nous a envoyé comme Premier ministre? Je me suis dit, écoutez, heureusement, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a le Maroc, le Sahel, à mi-chemin peut-être, les gens me reconnaîtront. Donc c'est compliqué d'être dans la diaspora parfois. Donc c'est une réalité très riche, très variée, qui ne se limite pas à la migration, mais qui est vraiment fondamentale des deux côtés. Alors, je voudrais juste vous dire, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses déjà en termes de partenariats innovants et qu'on innove tous les jours et que beaucoup des gens qui sont dans cette salle et beaucoup de ceux qui vont intervenir en sont des témoins. Et je crois qu'il faut quand même le rappeler, parce que Pierre de Gaëtan disait qu'on avait écrit un rapport en 2013 sur des partenariats innovants. Si 9 ans après, il ne s'était rien passé, on penserait vraiment qu'on a perdu notre temps. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et beaucoup de choses à la fois matérielles et immatérielles. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, monsieur le ministre, sur le narratif. Nous devons raconter notre récit de l'Afrique, notre récit de notre réalité humaine de la diaspora. Nous ne devons pas intégrer les schémas des autres. Et il s'est passé beaucoup de choses, y compris dans les domaines culturels, dans les domaines de la perception. Vous avez ouvert votre discours en parlant de culture et de perception. Je pense qu'en termes de culture et de perception, on a fait aussi un certain nombre de progrès. Et je voudrais, à cet égard, rappeler, parce que moi ça me paraît extrêmement important, que sur la considération, comme dirait le président de la République française, à apporter aux pays et aux peuples d'Afrique, l'Europe en général, qui vient de débaptiser sa direction générale du développement de l'Union européenne en direction générale des partenariats, je pense que l'Europe en général et la France en particulier ont beaucoup évolué en considération. Je pense d'ailleurs que le discours de Ouagadougou, où un président de la République française se fait interpeller par des étudiants dont les questions n'ont pas été préparées, mais dont elles sont clairement un exemple de franchise et de sincérité, je pense que c'est important. Je pense que le sommet Afrique-France de Montpellier
avec ces séquences, et vous l'avez rappelé, qui portent aussi bien sur la culture, sur le sport, et le sport, c'est une dimension importante, c'est un nouveau guichet de l'Agence française de développement, c'est important. Sur les industries créatives, c'est important, mais qui partent aussi sur l'économie et les partenariats économiques, et qui se terminent par 5 heures d'interpellation d'un président de la République par des jeunes qui n'ont fait aucune concession. Eh bien, de témoignages, pour avoir assisté à de nombreux sommets, et notamment Afrique-France, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est quand même beaucoup plus intéressant. On va directement au cœur des sujets et on donne de la considération à ses interlocuteurs. Et on donne une considération qui est d'autant plus sérieuse que ça a été préparé par un très long travail et même des travaux exceptionnels d'Achille Mbembe, de Felwine Sarr, de toute une série d'intellectuels, dont je ne sais pas exactement s'ils sont de la diaspora, peuvent être à la fois camerounais, professeurs à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, et de nationalités multiples, etc. Ce que je sais, c'est que ce sont, parmi les intellectuels africains, ceux qui font le moins de concessions à une histoire de la soumission, le moins de concessions à une histoire de la domination, le moins de concessions à l'intériorisation d'une infériorité. Et c'est eux qui ont fait tout le travail au fond, de recommandation et qui maintenant se déclinent en programmes précis, et notamment de recherche, et notamment sur les formations et les savoirs. En même temps, vous aviez Africa 2020. Africa 2020, ce sont des manifestations culturelles coproduites. Mais on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait des centaines de manifestations culturelles, avec parfois des dimensions scientifiques, parfois des dimensions économiques, mais quand même essentiellement artistiques, totalement coproduites, parce que c'était la règle du jeu. Il y a quand même 4 millions de Français qui se sont associés à ces productions, qui ont participé. Ça a été très actif à Bordeaux, très actif à Montpellier. Ça ne s'est pas passé simplement à Paris. Et ce n'était pas très simple en période de Covid. Donc, il se passe quelque chose de profondément différent en ce qui concerne le narratif et la perception d'une Afrique d'abord créative, d'abord en train, sans aucun complexe, de définir ses propres modèles. Dans les partenariats innovants, regardons aussi tout ce qui est immatériel, tout ce qui est intangible. Il n'y a pas que l'économie dans la vie, même si c'est une priorité. Et moi, je pense que pour l'esprit public, l'évolution de l'esprit public, c'est fondamental. Monsieur le consul général du Maroc, il y avait des mécènes marocains de la saison Africa 2020. Des fondations, des entreprises, et il y en avait du Nigeria, il y en avait de l'Égypte, etc. C'est-à-dire que même l'organisation et le financement étaient coproduits. La coproduction, c'est quelque chose de très important, évidemment. Moi qui suis un coproduit d'une mère française et d'un père béninois, si vous voulez, je suis très attaché à la coproduction. Mais la coproduction, ça n'est pas que génétique. C'est également, et ça n'est pas qu'économique, c'est également culturel. Dans le domaine du financement, je voudrais vous donner un autre exemple. Ce qui est arrivé de mieux en réaction à la pandémie de Covid, c'est que les États africains ont reçu 33 milliards le 23 août, décaissés par le Fonds monétaire en instruments de réserve qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, et qui sont, en l'occurrence, pas des dettes, mais vraiment des concours essentiels à la reprise. Et puis, il y a eu une décision prise à l'intérieur du G20 qu'en allocation volontaire, on allait essayer de passer pour l'Afrique de 33 milliards à 100 milliards. C'est un gros enjeu qui s'est discuté à Bruxelles, mais qui doit s'exécuter au courant de cette année à l'occasion d'un prochain G20. Ceci est une coproduction de l'Union africaine avec la France et l'Union européenne. Un certain vendredi d'avril, sur une idée des envoyés spéciaux
africains chargés de la dette, Tidjane Thiam, Donald Kaberuka, Ngozi et Trevor Manuel, à l'initiative du président Cyril Ramaphosa, et parce que la gouvernance de l'Union africaine fait des progrès considérables, que le président Tshisekedi a continué de pousser plus loin, et notamment le 18 mai au sommet sur les économies africaines. Qu'est-ce qui s'est produit ce vendredi-là? Le président Ramaphosa a invité le président Macron et ils ont fabriqué l'idée de distribuer 650 milliards de dollars de facilités, dont 33 milliards, c'est le quota africain, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas besoin de leur DTS, et l'Afrique avait besoin de ses DTS. Et l'idée de l'allocation volontaire de l'Union européenne, qui est un partenariat assez innovant, puisque tout était innovant. La facilité de 650 milliards, l'idée de l'allocation pour passer de 33 à 100 milliards, et la façon de le faire. Le lendemain, le président de la République française a parlé à Mme Merkel et aux deux autres pays membres du G20 issus de l'Union européenne, et tout ça a pu être mis en musique, notamment quand l'administration Biden est arrivée aux affaires. C'est une totale coproduction. C'est probablement la coproduction la plus importante qui ait jamais été mise au point en termes financiers pour le financement de l'Afrique. Et il y a toute une déclinaison d'instruments financiers qui sont en préparation sur des garanties, sur des financements de secteur privé et pas seulement des États, sur des financements fléchés vers les PME, sur les financements fléchés, et vous l'avez rappelé, messieurs les ministres, sur le rôle essentiel en finance carbone de l'Afrique centrale, qui est le poumon du monde, et encore une des parties qui, à la différence de l'Amazonie ou de l'Asie intertropicale, est encore intacte dans son potentiel de séquestration carbone et peut être encore développée, y compris avec les mangroves, avec les tourbières. Voilà les déclinaisons concrètes de partenariats nouveaux. Et à cela, l'Union européenne s'est promis, nous a promis, de, au fond, consacrer 150 milliards sur 7 ans. Alors, aujourd'hui, les centaines de milliards, ça n'impressionne plus personne. Enfin, si vous voulez, 150 milliards de concours d'aide publique, la diaspora fait mieux, quelqu'un l'a rappelé. Mais la diaspora le fera encore mieux si c'est là aussi en coproduction avec les institutions de partenariat européennes. Donc de temps en temps, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire, mon cher Pierre de Gaëtan, il s'est fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines qui sont des innovations radicales. D'ailleurs, les entreprises qui participent aujourd'hui de l'économie euro-africaine sont en perpétuel renouvellement. Elles sont évidemment plus technologiques qu'elles n'étaient. Regardez, cherchez, à Bordeaux c'est facile dans la mémoire, des entreprises qui étaient en Afrique dominantes il y a 50 ans, juste après les indépendances, il y a un siècle. Il y avait de grandes entreprises bordelaises, marseillaises, qui étaient partie prenante et qui étaient des spécialistes du monde colonial. Aujourd'hui, on parle d'entreprises qui sont globales et les partenaires économiques, des deux côtés d'ailleurs, de l'Afrique comme de l'Europe, et notamment de la France, sont des sociétés qui ont évidemment non pas du tout une spécialisation coloniale, néocoloniale, etc., mais qui sont participants d'une économie complètement nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, parce qu'il faut garder cette espèce de tonalité qu'on avait dans les propos de Fodé tout à l'heure, de vous, monsieur le consul général, qui était quand même impatient. C'est-à-dire, on sentait chez Fodé un long travail de rébellion et une longue lutte contre les formes de racisme, etc. Il faut garder cet esprit de dépassement et il faut que les JNDA soient contestataires et en veuillent toujours plus. Alors il y a vraiment du travail, on peut vraiment aller plus loin en partenariat.
J'attire votre attention sur le fait qu'en matière économique, sur le financement, il faut faire encore énormément de choses. Il y a une boîte à outils que le CPA, Wilfried, et je pense qu'il l'évoquera tout à l'heure, avec toute une série d'experts financiers, on a des boîtes à outils. Il faut faire beaucoup mieux, et la France devrait avoir un rôle pionnier en mobilisation de capital financier. L'Afrique est sous-financée. Et c'était très intéressant parce qu'à Bruxelles, je ne sais pas si ça vous a frappé, Monsieur le ministre, vous évoquiez le fait que vous étiez présent au sommet de l'Union économique, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le conservatisme en matière de financement, avec le Fonds monétaire international contre le président de l'Union africaine, contre le président en exercice de l'Union européenne, le Fonds monétaire et la Banque centrale européenne, sur l'utilisation des droits de tirage spéciaux. On dit, attendez, ne continuez pas à surendetter l'Afrique. Alors je vous donnerai juste 2 chiffres. L'Afrique en dette publique est à la moitié par rapport au PIB du chiffre de dette publique rapporté au PIB des pays de l'OCDE. La moitié. Mais c'est à nous qu'on fait le procès d'être devant des dettes non soutenables. Messieurs les ministres Monsieur le ministre de la République du Congo, tout d'un coup, le Fonds monétaire vient de déclarer en décembre que la dette du Congo était soutenable. Et la dette plus faible de la RDC est encore plus soutenable pour des raisons de cycle des matières premières et du fait que nos PIB sont volatiles. Enfin, vous voilà débarrassé de cette image de dette insoutenable, qui bloquait beaucoup de facilité. Mais globalement, l'Afrique n'en est pas lavée. Et le deuxième chiffre, beaucoup plus important, c'est qu'en dehors de la dette publique, le secteur privé n'est pas financé. Et là, tout ce qu'on peut faire avec des intermédiaires financiers, avec des gestionnaires d'actifs, avec les grands assureurs français, pour donner, au fond, un élan, c'est très important. Aujourd'hui, le secteur de l'économie non étatique, hors dette publique, c'est-à-dire les ménages, les familles et les entreprises, reçoivent en Afrique 48% du PIB en crédit. En France, c'est 150%. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 120%. Mais nous n'atteignons 48% que parce que le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont au-dessus de 90%. Vous retraitez de ces 3 pays, dans notre région de l'UMOA, dans votre région de la CEMAC, c'est 37%. Nous ne sommes pas financés. Tout ce qu'on pourra faire, au-delà de cette coproduction de droits de tirage spéciaux, avec les entreprises financières, en mobilisant du capital et en mobilisant ce à quoi on a droit légitimement en dette, parce que tous les ménages du monde ont besoin de s'endetter pour se loger, toutes les entreprises ont besoin de fonds de roulement, toutes les entreprises ont besoin d'investir sur plusieurs années. Il n'y a qu'à nous qu'on oppose un rationnement de financement et nous devons y travailler tous ensemble, africains, mais ça sera encore mieux si, du côté des gestionnaires de l'épargne du monde, qui sont quand même en Europe, on est capable de fabriquer quelque chose. De l'importance de la mesure conjoncturelle des DTS, on a encore beaucoup de travail en matière financière. Messieurs les ministres en charge de la forêt équatoriale, parce que malheureusement, dans un pays comme le mien, nous avons détruit 80% de la forêt primaire, ce que vous n'avez pas fait. Il y a énormément d'innovations en matière de fonds d'investissement pour la forêt. Et monsieur le ministre, ça n'est pas que de s'abstenir de gérer ces forêts, de les garder intactes. On a beaucoup de choses qu'on peut faire au bénéfice des populations. On peut tirer beaucoup de choses de la forêt, notamment de faire de l'hydrogène vert essentiel. On peut la gérer et en extraire de la richesse. On n'est pas obligé juste de la regarder et de ne pas y toucher. Mais ça, c'est tout à fait pionnier. Et en matière de finance carbone, on a beaucoup à faire. J'arrête là. En financement, on a des éléments d'innovation. Aujourd'hui,
la planète entière cherche, pour se dédouaner de certains déséquilibres sociaux ou énergétiques, des instruments d'impact social, d'impact environnemental. Nous sommes le terrain rêvé pour le faire. Il y a des milliers de milliards de dollars disponibles. Il faut maintenant qu'on s'organise. Et si la diaspora, qui est un peu des deux côtés des océans, est capable d'y aider, c'est très important. Mais ce que je dis sur le financement, qui n'était qu'un exemple, à mon avis, ça vaut dans beaucoup d'autres domaines. Le capital humain, j'ai parlé de l'importance des éléments de la culture, mais tout ce qui est technologie est très, très intéressant. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois, Alain Juppé a parlé d'égalité entre les pays. Bon, ça, c'est encore un peu un rêve. Il y a quand même toujours un moment où on dit, on va faire quelque chose pour vous aider. Il y a toujours un moment où on regarde du nord vers le sud, mais c'est-à-dire du haut vers le bas. Et puis on vous donne des conseils comme pour des petits-enfants. Écoutez, faites un effort pour vous industrialiser. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que les chiffres aujourd'hui du continent, c'est qu'on a une contribution de l'industrie manufacturière au PIB qui est légèrement supérieure à celle d'un pays comme la France. Néanmoins, moi, je recevais quand même des gens qui auraient pu être mes étudiants, qui étaient des jeunes gens très brillants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. Faites un effort quand même. C'est quand même pas très compliqué. Vous avez des noix de cajou. Il faut les rôtir, il faut les saler, il faut les mettre dans des paquets convenables. Enfin, vous continuez à mettre tout ça sur le marché en vrac. À transformer vos matières premières. Enfin, vous avez du titan, vous avez du cobalt, 80% des ressources mondiales, du titane, tout ça. Enfin, transformez-les. Bon, et moi, ça m'amuse. Écoutez, on est en train de croiser les courbes. Hein, c'est-à-dire, l'Europe, elle est en train de se désindustrialiser. Bon, nous, on est en train de s'industrialiser. Et là, maintenant, on est à la croisée des courbes. Donc, moi, je vous retourne le compliment, mais faites un effort, quoi. Réindustrialisez-vous. Hein, c'est le bon sens. Bon, alors, si vous voulez, faire très attention. Moi, il y a une chose qui me frappe, et je vais en terminer là, mais il y a une chose qui me frappe quand même, si vous voulez. On doit définir nos modèles. Bon, on sait que nos modèles vont être contraints, il faut qu'on ait une croissance avec beaucoup moins d'énergie, parce que si on jouait à croître comme la Chine, on tue la planète. Imaginez que 1,2 milliard d'Africains, appelés dans 25 ans à être 2 milliards, prennent un modèle chinois de développement, la planète est fichue. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis de tous les autres. Mon pays, comme les vôtres, messieurs les ministres, sont des puits à carbone. Néanmoins, on va être obligé d'avoir une économie extrêmement décarbonée. C'est assez extraordinaire. Dès qu'il y a des contraintes, regardez le conflit ukrainien et russe, la conséquence la plus évidente, ça va être une crise alimentaire et un risque d'émeute de la faim, comme en 2008, pire qu'en 2008, en Afrique. C'est quand même une conséquence inattendue. Donc nous sommes dans la situation où nous devons, dans nos modèles, intégrer le fait qu'on n'a même pas le droit aux erreurs des autres. Et comme on arrive un peu en retard, on a tout de suite des conséquences graves et on n'a pas le droit, au fond, de faire la croissance déjà connue, déjà expérimentée. Il faut faire autrement. Donc oui, on est tous en train de chercher des modèles de développement. Et dans ces modèles de développement, il me semble, on est extrêmement créatif et la technologie joue un grand rôle. Et vous allez parler technologie, vous allez parler start-up, et c'est très bien. Il y a la diaspora qui crée des start-up, mais moi j'ai essayé de créer une start-up en matière financière en créant Southbridge. Alors je ne conseille à personne de faire des start-up au-delà de 60 ans, parce qu'en réalité c'est très fatigant. Donc laissez ça à la jeunesse, mais heureusement nous avons de jeunes collaborateurs,
dont l'une sera tout à l'heure oratrice. Mais bon, la diaspora est évidemment très créative, mais en réalité, la puissance créative en matière de start-up et de nouvelles technologies, elle est endogène, elle est dans le continent. Et d'ailleurs, chose assez extraordinaire, que tous les venture capitalistes, donc les gens qui sont chargés de financer ces choses, remarquent, c'est-à-dire beaucoup tirés par les jeunes femmes entrepreneuses d'Afrique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous verrez et que vous commenterez, parce que c'est fondamental. Alors moi, je suis dans un pays de matriarcat, donc je comprends ça très bien, mais c'est à travers toute l'Afrique. Donc oui, il y a toute une série, enfin quand je dis il y a beaucoup de travail, toute une série de facilitations à créer pour l'innovation, pour les startups, pour cette forme de création d'emplois. Et c'est très très important de réfléchir aux moyens originaux, parce que tout à l'heure vous avez fait allusion au manque d'emploi des jeunes. Et je suis sûr qu'à Brazzaville, comme à Kinshasa, comme à Cotonou, comme à Yaoundé, je suis sûr qu'on accuse chaque gouvernement d'être incapable de faire les efforts nécessaires pour créer les emplois pour nos jeunes. Mais nous avons une raison à cela, qui est générique, et qui n'est pas que de la défaillance des gouvernements. Nous avons, parce qu'on nous a livré un continent inviable, on nous a livré un continent sans port, sans route, sans électricité, sans eau. De temps en temps, on nous compare à l'Asie. Tiens, c'est curieux quand même, parce que la Corée, ils sont riches aujourd'hui alors qu'ils étaient pauvres comme les Africains en 1960. Peut-être. Personne n'a reçu un continent inviable. Donc, nous avons à développer des infrastructures, et les infrastructures, c'est du capital, c'est pas du travail. Ça finira par créer des externalités et du travail. À court terme, aujourd'hui, à Bordeaux, la France crée des emplois qui permettent de réduire le chômage à partir de 1,5% de croissance du PIB par an. La plupart de nos pays ici représentés commencent à réduire le chômage à 7% de croissance par an. C'est-à-dire le genre de chiffre que l'Europe n'atteint plus jamais. Là, il y a eu un petit épisode de reprise Covid. La France a fait 7. Mais c'est vraiment la première fois dans l'histoire. Et j'espère pas la dernière, mais a priori, ça ne va pas se produire souvent. Est-ce que nous, ça se produit régulièrement? Et c'est au-delà de ce seuil. Pourquoi? Parce que nous sommes le continent qui, devant tout financer en matière d'eau, en matière d'électricité, en matière d'agriculture, qui sont les domaines de plus forte intensité en capital, nous avons la plus faible intensité en contenu de travail. Et c'est ça où nous devons tous travailler ensemble. Nos amis marocains, nos amis rwandais, nous avons des exemples, nous avons des meilleures pratiques à échanger. Nous avons l'expérience des diasporas dans des pays du Nord. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en commun. Donc, au fond, vous m'aviez demandé, Pierre, M. Gaudry, vous voyez, il fait comme ça en disant « j'ai quand même essayé tout, parce que on m'avait donné 40 minutes, il est venu me dire 3 fois « prenez-en 15 ». Vous voyez, je suis l'image de l'Afrique. Je suis pour rien dans le réchauffement climatique, ni dans le retard, mais M. Gaudry m'a dit « non, s'il vous plaît, arrêtez ». Donc je vais m'arrêter en vous disant « écoutez, ah oui, quand même. Écoutez, je suis désolé, il ne faut pas inviter des universitaires, même reconvertis dans la banque. Je vais juste terminer sur une chose. Tout ce qui est perception, tout ce qui est narratif, tout ce qui est considération, tout ce qui est immatériel va être très important, et j'espère que ça sera traité dans ces journées. Il y a le financement, beaucoup de boulot. Il y a la transition énergétique et la valorisation de nos vrais actifs. Le vent, le soleil, la forêt, la tourbière, la mangrove, tout ce à quoi personne ne pense. Parce que les gens sont fascinés par le pétrole, le gaz, l'or, etc. Mais on a beaucoup plus intéressant. On a nos terres arables, etc. Évidemment, ça ne fait pas très sérieux de dire les grands actifs de l'Afrique, c'est le vent, le soleil, les tourbières. Mais c'est quand même ça, en réalité. Voilà. Mais l'immatériel vient au secours du matériel. Et le fait que nous soyons en train de récupérer
notre dignité, notre fierté, notre mémoire, notre histoire, nos objets d'art, tout ce qui a été pillé. Félicitations à la RDC, la Belgique a tout donné. Bon, la France en a déjà donné 26 à l'un et 1 à l'autre, mais ça progressera. Voilà. On ne vit pas que de mémoire, mais on vit de mémoire. On ne vit pas que de dignité, mais on vit de dignité. Et puis maintenant, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il faut, pendant ces journées, que vous contribuiez à écrire le récit du futur. Merci. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci.